On aura un 15-20 minutes. C'est juste merci, Émilie, de me rappeler à l'ordre sur l'enregistrement de la présentation. On coupera l'enregistrement pour la séance de questions-réponses pour qu'on puisse discuter assez ouvertement des besoins ou des enjeux. Donc, n'hésitez pas à noter dans le chat vos questions, puis Claudia pourra y répondre en fin de présentation. Donc, Claudia, merci d'être présente parmi nous à cette conversation du pôle. Puis, je te laisse la parole pour la suite. Super. Ben, merci beaucoup, Guillaume, pour cette belle présentation. Là, je suis en train de m'installer. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ça se passe bien? Oui, c'est Super. tout bon. Excellent. Nous voilà. Pour me présenter rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'appelle Claudia. J'accompagne les organisations collectives dans leurs efforts d'amélioration des opérations et de pratiques collaboratives et de transition numérique. Pour vous donner un petit peu de contexte, mon parcours a démarré dans les milieux start-up. Ça m'a permis de développer des compétences transversales, autant comme en accompagnement du numérique, en communauté, en développement de communauté numérique, en travail agile. C'est avec tout ça que j'arrive, c'est avec tout ce bagage-là que j'arrive aujourd'hui pour vous proposer ce webinaire en transition numérique et gestion du changement. Depuis, moi, je me suis dirigée vers les organisations collectives, notamment parce que je crois profondément que les organisations collectives sont un levier essentiel au maintien de notre tissu social et pour rééquilibrer les dynamiques de pouvoir dans nos sociétés, notamment ces temps-ci où est-ce qu'on conçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de concentration du pouvoir. Et je trouve que notamment les organisations d'économie sociale nous permettent de redonner de la démocratie autour des défis économiques. Nous voilà. Pour l'objectif aujourd'hui, on aura, comme Guillaume, tu l'as nommé, on a un objectif très, très, très circonscrit. Notre souhait, c'est vraiment de s'initier à une vision itérative, incrémentale et humaine à l'adoption du numérique en organisation. Donc, on va passer d'un réflexe technocentré à un système, à une vision plus systémique de la transition numérique. Ça va se refléter comme ça dans notre ordre du jour. Aujourd'hui, on va poser un petit peu les bases, partir des définitions, s'initier un petit peu à un modèle, puis ensuite, on va plus précisément s'insérer dans des conditions favorables à une transition numérique où on augmente la probabilité de réussite. J'aime pas utiliser le mot réussite, une transition numérique réussie. Il n'y a pas de réussite en tant que telle, vous allez le voir plus tard. Vu qu'on navigue beaucoup l'inconnu, on peut pas anticiper un objectif. Et donc, la réussite, c'est comme atteindre un objectif donné, un résultat clair et statique. Donc, dans notre cas, on va plutôt augmenter le niveau d'adhésion à la transition numérique. On va augmenter la fonction, la pertinence de ce changement-là en organisation. Donc, c'est la posture qu'on va avoir aujourd'hui. Avant de rentrer dans ce qu'on va dire, j'aimerais juste préciser ce qu'on ne va pas dire aujourd'hui parce que c'est un sujet très, 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 très vaste et très, très, très complexe. Donc, on va pas rentrer dans les stratégies plutôt tactiques de la transition numérique. On va surtout répondre à la question de comment opérer une transition numérique au sens logistique immédiat. Donc, on va plutôt s'intéresser à comment organiser la transition numérique et comment lui donner une structure un peu comme ce que tu nommais, Guillaume. On parlera pas non plus de culture organisationnelle, on va pas parler de RH, des éléments très, très, très importants, mais qui ne sont pas couverts dans le cadre de cette présentation. Dernier petit détail, à la fin de la présentation, il va y avoir des notes bibliographiques, toutes les recherches, les études de cas sur lesquelles la présentation s'appuie, lesquelles elle s'appuie. Comme ça, vous êtes sûr, si admettons, il y a des notions qu'on a vraiment survolées, puis vous êtes curieux, vous allez pouvoir vous y plonger un petit peu plus. Commençons par les bases. Donc, on va commencer avec un petit point de départ avec un langage commun. Euh, Vous comprendrez que le webinaire s'appelle Transition numérique quand on a tendance à parler de transformation numérique.
pour moi, c'est une nuance beaucoup plus que juste sémantique. Elle va nous permettre d'expliciter le fait que c'est une démarche, que c'est un processus plutôt qu'une destination, un résultat, comme je l'ai nommé un petit peu. La notion de transformation, on va plus observer ce qu'on a transformé. Quand transition, on parle de comment est-ce qu'on transite vers, euh, vers un changement souhaité. Donc, la transition va reconnaître qu'on construit sur l'existant de manière incrémentale avec une approche d'amélioration en continu qui évolue au même rythme que l'organisation. Si l'organisation a un certain rythme, on va pas vouloir aller plus vite que l'organisation. J'aime aussi la définition de Trankel qui utilise le mot probabiliste parce que la transition numérique, encore une fois, j'y ai touché un petit peu plus tôt, là, comme tout changement, l'incertitude y est intrinsèque. Donc, la transition numérique est un effort pour moi de mitigation des risques. On va accepter que les résultats ne sont pas garantis de manière linéaire. On va plutôt tester des hypothèses, on ajuste, on apprend en cours de route, on navigue l'incertitude, on marche dans le brouillard au fur et à mesure, puis on se donne quelques repères pour avancer sans trébucher. Donc, on limite les dommages en attrapant des signes tôt. C'est l'approche qu'on a de la transition numérique. Ensuite, pour la gestion du changement, c'est la capacité à influencer les mentalités, les attitudes et les pratiques des gens pour les adapter à un nouvel environnement. On va le regarder plus précisément, la gestion du changement plus tard, mais je vais juste nommer quelque chose que je trouve important, qui est quand on parle de s'adapter à un nouvel environnement, on a tendance à penser que le changement est exogène, donc qui vient de l'extérieur. Et ça vient avec la perception qu'on n'a pas le contrôle sur le changement et que c'est à nous d'y réagir. C'est vrai, ça arrive plus souvent qu'autrement. Un changement nous est imposé, il faut y réagir. Ça en fait partie à s'adapter au changement. Mais il y a aussi le changement endogène, donc qui provient de l'intérieur. On peut créer, planifier, anticiper, se préparer à l'avenir en activant le changement à l'interne. Donc, c'est juste pour se rappeler que le changement n'est pas seulement, c'est pas tout le temps imposé, on peut l'activer. Donc, pour se donner, avant d'entrer dans chacune des conditions favorables à une transition numérique saine, je voulais qu'on regarde ces conditions favorables-là dans un ensemble. Donc, il y a 6 conditions favorables: la gestion du changement, la gouvernance et le leadership, le diagnostic, la sélection et l'intégration, le déploiement progressif et l'amélioration continue. Déjà, moi, personnellement, parce que la transition numérique, c'est quand même un gros truc. C'est un énorme monstre avec tellement d'éléments interopérables, interconnectés avec la notion d'humain, donc avec les émotions, tout ça. Tout ça, c'est excessivement complexe. Moi, je trouve ça rassurant quand on commence une démarche aussi complexe qu'une transition numérique, à segmenter les étapes et les éléments. Ça me permet d'avoir une plus grande clarté et à mieux identifier par où commencer. Donc, je trouve que ça nous permet de moins rester dans la paralysie, puis d'identifier c'est quoi les premiers petits pas pour démarrer avec confiance. Donc, à préciser, les conditions favorables sont donc sont pas indépendantes, sont pas autonomes. La gestion du changement va avoir un impact sur la gouvernance, le déploiement partiel va avoir un impact sur l'amélioration continue. Donc, tout ça se parle, sont interopérables et s'autorégulent ensemble. Euh, donc, c'est dans cet ensemble que la gestion du changement, elle, comme je l'ai illustré avec mon bac en graphisme, non, non, c'est faux. Donc, avec cette illustration-là très maison, la gestion du changement agit comme un cadre. C'est le terrain fertile à une transition saine. Donc, si on revient à la définition, un accompagnement à l'adaptation, on peut la résumer comme une posture à adopter tout au long de la transition. Donc, pour moi, la gestion du changement, j'aime bien l'imaginer comme un effort de design. Un peu comme on fait de l'expérience utilisateur ou quand on fait du design d'environnement. On va vouloir concevoir et offrir un environnement, un cadre suffisamment attrayant pour que les gens aient envie de faire partie de cet environnement-là, de ce changement-là. Et cet effort de design-là va demander
c'est vrai, des modèles, des méthodes, des pratiques, mais aussi des postures. Donc, des postures de curiosité, d'écoute empathique, d'humilité, de savoir que c'est pas nous qui avons la réponse, mais que les utilisateurs, que ça soit notre équipe ou nos clients, eux possèdent aussi une part de la réponse. Et donc, si ça prend humilité, ça prend la flexibilité. Donc, si moi, j'ai commencé à faire quelque chose, j'ai testé, ça fonctionne pas, il faut qu'on soit en mesure d'être flexible et de se donner un cadre suffisamment restreint et sécuritaire pour se permettre cette flexibilité-là et de se faire et de réussir à faire des petites erreurs pour rapidement les prendre tôt et les récupérer. Excusez-moi, je prends une petite gorgée d'eau. Donc, parce que c'est un effort de design, parce qu'on est sur du changement pour et avec plutôt que du changement sur, on va vouloir de manière pour que ça soit efficace, cette mobilisation de toutes les parties prenantes, on va vouloir organiser le travail collectif. Et c'est là qu'entre en jeu la gouvernance. Donc, le premier point, la première illustration dans notre modèle. Une gouvernance bien réfléchie va faciliter la coopération entre les différentes parties prenantes qu'on va vouloir mobiliser. Pour moi, la gouvernance, c'est beaucoup plus qu'un effort de conformité. On n'est pas juste là pour répondre aux attentes. Ah, OK, il faut qu'on fasse une gouvernance. Pour moi, la gouvernance, c'est organiser le travail collectif. C'est organiser la solidarité autour de la recherche de solutions. Activer l'intelligence collective vient avec beaucoup de bénéfices, mais sans structure, ça peut aussi créer de la paralysie et beaucoup de pertes d'efficacité. Donc, la gouvernance va nous donner ce cadre-là. On va officialiser les espaces et les méthodes de prise de décision collective de manière à ce qu'on puisse avancer ensemble de manière efficace et confiante. Ensuite, le diagnostic, c'est simplement le regard lucide qu'on va poser sur les besoins et les capacités réelles de l'organisation et naviguer cette tension-là entre la vision et les capacités. Ensuite, l'intégration, la sélection et l'intégration, c'est l'adéquation entre les besoins et la solution. Donc, on a trouvé nos besoins. Est-ce que la solution se croise avec nos besoins? Donc, on va essayer d'identifier comment croiser ces deux points de jonction-là. Ça va demander d'analyser pas seulement les outils, l'environnement numérique, mais aussi les pratiques, les processus et les besoins, comment ils s'articulent entre eux. Souvent, on va se dire que on vit des frictions à l'interne, on se dit, OK, ben, ça nous prend un outil. Quand des fois, juste changer la pratique, juste changer nos processus, juste changer la clarté autour de l'usage des outils qu'on utilise déjà serait suffisant pour augmenter en efficacité. Ensuite, on va parler du déploiement partiel et progressif. Ça, c'est la stratégie des petits pas. Donc, elle va maintenir l'adhésion et va réduire les risques d'épuisement, surtout de l'équipe, parce que ça, c'est un des grands risques à la transition numérique, surtout quand quand c'est une longue démarche. Et finalement, l'amélioration continue, comme le graphique le démontre, c'est un effort transversal. C'est pas un effort ponctuel, ça arrive une fois ou deux, et c'est pas non plus un effort soutenu, continu dans le temps. C'est un effort inégal. Il va y avoir comme des pics d'efforts en amélioration continue. On va avoir des phases où est-ce qu'on va vouloir laisser la récolte de données faire son travail pour ensuite nous la valoriser et l'analyser. Moi, personnellement, j'aime beaucoup une des citations qui dit tout ce qui est mesuré s'améliore. Pour moi, les indicateurs de performance et la définition d'objectifs, je trouve ça rassurant. Je sais on est certain peut-être à avoir des restrictions face à, comme on se sent un peu freiné à l'usage de chiffres quantitatifs, d'indicateurs quantitatifs. Mais moi, la raison pour laquelle je trouve ça rassurant, c'est parce que ça précise ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc, à la place d'espérer que tout le travail que j'ai mis dans ma transition numérique fonctionne, ben, et que si, admettons, ça fonctionne pas, je me dis, OK, ben, il faut que je déploie plein d'efforts sur tout l'éventail des efforts que j'ai à effectuer. Ben, à la place de me dire, de disperser toutes mes énergies sur tous les pans de ma transition, ben, l'amélioration en continu vient me dire, ici ça fonctionne pas, ici ça coince, ici ça peut être amélioré. Et là, je peux être vraiment
focus sur ces différents points à affiner au fur et à mesure de ma démarche. Donc, voilà pour le système. Là, on va pouvoir entrer plus précisément dans chacune des conditions favorables. On va commencer par la première, la gestion du changement qui est très, 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 très importante. Petit graphique pour vous. Si on se rappelle que la gestion du changement, c'est avant tout une question de posture, donc de curiosité, d'empathie, d'écoute active, ben, l'inconnu et l'instabilité, parce qu'elles sont inhérentes au changement, ben, c'est normal. Sans généraliser, il y a des personnes qui vivent pas nécessairement ça, mais sans généraliser, les personnes qui vivent un changement peuvent réagir souvent par la résistance. Et ça, c'est un phénomène tellement répandu que la peur de cette résistance-là de la part des équipes peut freiner certaines organisations à opérer une transition numérique. Mais heureusement, parce que c'est répandu, ben, c'est documenté. Alors, le modèle de la courbe de naturalisation des technologies décrit, excusez-moi, 5 étapes psychologiques que l'humain traverse face à une rupture technologique. Donc, on va commencer par le choc perceptif. Donc, ça, c'est la prise de conscience initiale. C'est comme, oh my God, un changement s'en vient. Ensuite, on va tomber directement dans la peur ou l'euphorie. L'un n'est pas mieux que l'autre parce que la peur amène à la panique, l'euphorie amène à l'idéalisation. Et l'un et l'autre ne sont pas des outils utiles à la transition numérique. Ensuite, on monte doucement la courbe. On vient en acceptation, on est ouvert à l'essai. Ensuite, l'appropriation, on est moins dans notre imaginaire, on est moins dans imaginer le positif ou le négatif. On est à le constater, donc on a un esprit beaucoup plus pragmatique face au changement parce que on le comprend, on l'a constaté, on l'a touché. Finalement, on est dans la phase de banalisation où la technologie devient tellement utile au quotidien que elle fait comme pratiquement partie des meubles de ton quotidien. Donc, ces phases ce que démontre cette phase-là, ce que je veux vous montrer, c'est que quand on fait face à de la résistance, quand on fait face à ces différents, ces fluctuations d'émotions-là, il faut les considérer comme de l'information. On a tendance à voir la résistance comme un frein, comme un obstacle à la transition numérique, quand la résistance peut être utilisée comme une information pour améliorer notre approche auprès à la fois des clients, à la fois de notre équipe. Donc, la résistance, si admettons on change un petit peu, c'est pas un défaut, c'est une information. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là. Il y a un modèle bien connu qui s'appelle le modèle Kotter qui nous donne certaines pistes. Le modèle Kotter met l'accent sur l'aspect humain du changement, que la réussite d'une transition dépend sur la préparation et l'implication des collaborateurs. Donc, on revient un petit peu à notre, une des conditions favorables qui serait de mobiliser les personnes qui vont être impliquées et qui vont être impactées par cette transition-là. Donc, elle se décline en 8 étapes, ce modèle-là. Créer un sentiment d'urgence, donc démontrer la nécessité que le statu quo n'est plus suffisant. On constate ensemble que si on reste comme on est, ben, il y a des risques liés au statu quo. Ensuite, on va vouloir former une coalition, rassembler un comité pilotage, par exemple, mais qui doit être influent et multidisciplinaire, qui va être capable de guider, de soutenir et surtout de légitimer la transition. Ensuite, on va vouloir créer une vision stratégique. Ça, c'est définir, voilà, une direction claire, mais surtout motivante, qui fait appel à l'émotion des personnes impliquées. Donc, si les personnes sentent des frustrations dans le statu quo, ben, utiliser ça à des fins pour leur démontrer, ben, cette émotion-là négative, ben, on va tenter d'y répondre. Ensuite, communiquer la vision le plus souvent possible et souvent la lier aux prises de décision. Quand on prend une décision pendant la transition, mais on va la ramener à la vision. La raison pour laquelle on a pris cette décision-là, c'est pour répondre à notre vision commune. Ensuite, on va vouloir inciter à l'action, puis inciter à l'action, c'est surtout éliminer les obstacles et les freins à l'action. Donc, créer des environnements sécurisés, contraints, de manière à ce que les gens se sentent en capacité de prendre des risques, par exemple.
Ensuite, on va vouloir générer des victoires. Moi, j'aime bien créer admettons, ma démarche, je vais la jalonner de quick wins. Donc, à la place de me dire, OK, ben, de manière subjective, je vais faire ma gestion de projet en premier, ensuite la gestion, je sais pas moi, de la cybersécurité, tout ça. Plutôt, je vais commencer avec des wins rapides. Admettons, un gestionnaire de mots de passe, ça, c'est facile, et les gens vont sentir un sentiment de satisfaction. Et après, je capitalise sur ce sentiment de satisfaction-là pour segouer vers un projet qui est un petit peu plus complexe. Donc, on y va comme en complexité, en gradation de complexité. Un projet un petit peu plus complexe, mais les gens ils se souviennent de la satisfaction, donc ils arrivent avec un peu moins de méfiance pour le prochain changement. Et ça m'amène à mon prochain point, qui est consolider les succès. Donc, utiliser les élans créés par chacune des étapes, par chacune des premières victoires. Finalement, on va ancrer le changement dans la culture. Donc, intégrer des nouvelles méthodes, des pratiques et des processus internes, à la fois dans les valeurs de l'organisation, tout ça. Je vous donne rapidement quelques exemples pour concrétiser un petit peu tout ça. Si, par exemple, je vous parlais d'inciter à l'action, quel genre d'exemple est-ce qu'on peut se donner? Ben, par exemple, on peut créer une cohorte de bêta-testeurs, de personnes qui, elles, vont à la fois tester l'usage et sur lesquels on va pouvoir l'améliorer, mais aussi que eux, ils vont pouvoir agir de personnes qui vont partager leur expérience de manière positive. Aussi, on peut créer des hackathons, donc un environnement où est-ce qu'on se dit tout le monde, OK, on fait un projet ensemble qui soit fictif ou concret, mais au moins on met les mains à la pâte, on teste l'outil, puis on limite un petit peu plus la peur d'utiliser l'outil. Ça rend la chose un petit peu plus accessible. Donc, quelques exemples pour vous. On ne passera pas plus de temps malheureusement, mais vous aurez la présentation, vous pourrez les regarder attentivement. Donc, on vient de voir la gestion du changement. Maintenant, parlons de gouvernance et de leadership. Pour rappel, la gouvernance, c'est organiser la solidarité, c'est activer l'intelligence collective autour de la recherche de solutions, sans sursolliciter les différentes parties prenantes et sans paralyser la démarche, ce qui peut être complexe. Mais alors, comment peut-on faire? La recherche démontre trois choses. D'abord, qu'un leadership clair et reconnu est une condition de réussite pour un projet en transition numérique. Donc, sans porteur, l'adoption a tendance à stagner. Ensuite, le leadership doit être visible et ancré dans la vision, dans le pourquoi. Avant même de choisir le changement qu'on souhaite opérer, avant même de définir un budget, il faut répondre à la question du pourquoi veut-on changer. Et ça répond justement à un des éléments du modèle de Cotard, qui est à dire la vision. Donc, moi, j'aime bien utiliser le Golden Circle de Simon Sinek pour identifier c'est quoi le pourquoi de ta transition numérique. Finalement, les organisations qui s'imposent un changement numérique de façon unilatérale, ben, c'est-à-dire donc sans inclure les personnes de l'équipe, ben, ça génère systématiquement de la résistance et souvent des solutions non optimales, suboptimales. Alors, ce qu'on peut faire, d'abord, identifier une personne imputable au projet. Donc, c'est la personne qui coordonne, qui s'assure que ce projet-là passe d'un point A à un point B. Dépendamment de votre modèle, ça peut être une direction, ça peut être une personne en coordination, mais cette personne doit se placer en posture. Il faut pas qu'elle ait une posture de direction. Il faut pas qu'elle dirige la transition. Il faut qu'elle soit en mode écoute, en mode gardien de la boucle de rétroaction. Elle est à l'écoute, elle dépose quelque chose, elle génère un mouvement, elle écoute qu'est-ce que ça génère dans l'équipe et s'ajuste en cours de route. Par contre, ça serait idéalement cette personne-là aurait un poids décisionnel dans l'organisation. Ça aide beaucoup à légitimer la démarche. Ensuite, se rappeler que la transition numérique, donc, c'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour atteindre des objectifs organisationnels. Que ça soit des besoins en recherche et développement, que ça soit des besoins d'accessibilité aux usagers, réduction de l'épuisement de l'équipe, tout ça, ça, c'est des objectifs. Et donc, il faut que la transition, le changement puisse répondre à ces objectifs-là. Notre objectif, c'est pas de trouver
quoi changer dans l'organisation? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Quel outil intégrer? Il faut trouver, c'est un moyen, c'est pas un objectif. Donc, et finalement, pour éviter que la transition se construise en vase clos, on va vouloir impliquer différents acteurs de l'organisation dans la réflexion. Pour éviter de se perdre justement dans la concertation, l'organiser de manière à comprendre qui décide quoi, avec qui, selon quel principe, ben, c'est exactement ce que la gouvernance nous permet de faire. Et là, je vous dépose un truc très, très, très générique, mais c'est juste pour le visualiser. La gouvernance va nous permettre, un, de cartographier les expertises disponibles dans l'organisation, deux, définir les espaces et les méthodes de prise de décision selon les expertises, et ensuite aligner tout le monde autour d'une vision commune et clarifier quelle personne prend quelle bouchée de notre grand objectif ensemble. Si on prend l'exemple d'une organisation qui veut automatiser sa gestion des membres, par exemple, ben, ma gouvernance pourrait inclure un comité pilotage, piloté encore une fois par une personne imputable et qui coordonne la démarche. Ensuite, on va mettre en place un comité d'experts sur le parcours utilisateur. Parce que pour définir l'architecture de nos automatisations, il faut comprendre par quel chemin nos utilisateurs passent pour savoir comment les automatiser. Donc, ce comité qui est responsable du parcours utilisateur pourrait inclure des agents de mob, un des membres du conseil d'administration qui est un membre actif dans l'organisation. Bref, différents regards, différents angles pour observer un même objet. Ensuite, on voudra probablement, surtout si c'est de l'usage de l'intelligence artificielle, impliquer un comité éthique et conformité. Dans le développement de notre gouvernance, on va comprendre que, ben, il y a déjà un comité sous le CA qui est responsable de l'éthique et la conformité. Donc, même pas besoin d'en créer un. Il faut juste savoir quand est-ce qu'on va vouloir les interpeller tout au long de notre démarche. Puis souvent, ces comités-là, on va pas vouloir les entretenir tout du long de la démarche, juste à des moments où, par exemple, on va travailler sur la politique des données personnelles, par exemple, ben là, on va les interpeller, mais on va pas les interpeller pour le parcours utilisateur, par exemple. Dépendamment, là, ça se peut, mais bon, comprenez mon exemple. Ensuite, on va être sur le diagnostic et la sélection-intégration. Je nous les fais en même temps, ces deux-là, parce que à la fois, ils se parlent bien et aussi pour une question de temps. Donc, avant de choisir un outil, avant de lancer un projet, l'organisation doit se regarder honnêtement parce que l'optimisme, ben, tu sais, ça peut être un levier de mobilisation, mais ça peut être aussi un risque de paralysie parce qu'on voit ça beaucoup trop gros et finalement, on se rend pas. Donc, si notre objectif est d'identifier des solutions réalistes et intégrées, je veux dire, dynamique, sincère, dans un système plutôt qui s'ajoute, donc qui est interopérable avec les autres éléments de l'organisation, on doit d'abord comprendre l'environnement dans lequel on se situe. C'est quoi les frictions? C'est quoi les points de tension? Le rôle du diagnostic mène ensuite à la sélection et à l'intégration de ces outils-là. Concrètement, ce que le diagnostic peut nous faire, c'est entre autres l'évaluation de la maturité numérique. On peut la voir sous deux axes, la maturité numérique, l'intensité numérique, donc l'usage des outils et la culture numérique, c'est-à-dire peut-être la capacité à mettre en œuvre le changement. Donc, la tension qu'on voit souvent en organisation, c'est qu'elle se situe très, très haut en intensité numérique. Donc, elle utilise plusieurs outils et voilà, elle utilise beaucoup d'outils, par exemple. Mais sur la culture numérique, elle se situe très bas. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de vision, il y a peu de cohérence dans l'usage des outils. On travaille en silo, il y a de la résistance latente dans l'équipe. Donc, cette tension-là, le diagnostic va nous permettre justement de réduire le risque de l'attention. Donc, en analysant l'environnement numérique dans son ensemble. Donc, pas seulement cartographier des outils, mais aussi évaluer la pratique, évaluer les processus qui les entourent. Donc, ça va nous permettre de répondre aux questions, par exemple, de quel niveau de formation cette transition-là va nous demander. Est-ce qu'on veut intégrer cette hypothèse-là ou la demande de formation va être beaucoup trop élevée? Alors, on va essayer de réduire
euh, le niveau de complexité de la transition. Ensuite, elle peut nous permettre aussi de comprendre est-ce que notre équipe est pas agile, puis c'est pas l'outil le problème, mais plus dans nos pratiques, dans nos processus. Bref, ça nous permet d'avoir une vision holistique des freins qu'on peut vivre au quotidien. Plusieurs outils nous permettent de faire des diagnostics, entre autres, tu sais, il y a des diagrammes à couloir, des analyses de flux. Les plus connus, c'est le BPMN qui modélise les processus, puis le CIPOC pour voir le supply et le input, là. Bref, je vous invite à regarder ça, c'est vraiment intéressant pour visualiser. Même vous n'êtes pas obligé de les utiliser tels quels, vous pouvez juste vous en inspirer pour faire votre modèle à vous. Finalement, le diagnostic va nous amener à avoir une approche orientée sur les problèmes d'affaires. Problèmes d'affaires ou répondre à la mission de l'organisation, dépendamment si vous êtes une organisation d'économie sociale ou bref. Donc, on va partir des besoins opérationnels, on va cartographier les processus existants, on va identifier les trous de service et c'est seulement après qu'on va être en évaluation des solutions potentielles. Une fois qu'on a bien compris donc notre état actuel à travers notre diagnostic, ben là, on peut imaginer le futur. C'est là que ça devient excitant. Là, tout ce temps-là, tu sais, on met en place. On met en place. Maintenant, on imagine, on voit, on peut identifier les meilleures pratiques, les processus et les outils à implémenter. C'est là que ça devient excitant. C'est une réflexion qui peut être déclinée en cahier de charge, dépendamment de l'ampleur de votre organisation, mais c'est tout le temps bien de faire un cahier de charge parce qu'il va décrire les besoins, les objectifs, les contraintes du projet. Ça va permettre de décrire c'est quoi le produit ou le service dont on a besoin, à la fois pour les utilisateurs, à la fois pour l'équipe. Comment est-ce qu'on va l'intégrer? C'est quoi les contraintes matérielles, les fonctionnalités clés, les normes de sécurité? Tout ça va pouvoir se refléter dans notre cahier des charges. Ensuite, on a vu comment passer du diagnostic à la sélection des bonnes solutions. Maintenant, reste à les déployer. Puis ça, c'est la partie, c'est la partie un petit peu complexe. Donc, deux erreurs à éviter, mais qui sont assez fréquentes, c'est vouloir tout déployer en même temps et sous-estimer le temps d'appropriation nécessaire pour l'équipe. Donc, on a tendance à dire, OK, on déploie, bonne chance avec. En fait, on peut les faire par étapes. Et c'est pour ça que je parle de déploiement progressif. L'approche progressive et incrémentale va permettre de réduire les risques financiers parce que, à la place de faire le projet à gros coûts, puis peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pas, ben, on va y aller un morceau à la fois. On va mettre une brique à la fois dans le mur. Si, admettons, il y a une brique qui est décalée, ben, au moins, c'est juste cette brique-là qu'on a perdue, pas tout le mur. Ça va nous permettre aussi de démontrer la valeur ajoutée au fur et à mesure du processus. Donc, on va gagner en confiance, on va avoir beaucoup plus d'adhésion de l'équipe et on va apprendre en continu avant d'investir massivement. Donc, en somme, on va privilégier un parcours en petits pas et avec lesquels on va pouvoir peut-être, comme je l'ai nommé plus tôt, insérer des petits quick wins puis les partager pour motiver les équipes. Finalement, l'amélioration en continu, moi j'aime bien l'amélioration en continu, moi j'aime bien appeler ça honnêtement une organisation apprenante. Organisation apprenante parce qu'elle serait capable de transférer ses connaissances en continu. Amélioration, l'amélioration continue, on est vraiment au niveau, dans l'appellation, on est qu'il faut qu'on améliore. C'est bien, oui, oui, 100%. Mais si, admettons, on se dit, ben, on est une organisation apprenante. On apprend au fur et à mesure qu'on marche. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus porteur, beaucoup plus mobilisant et il y a moins de pression de performance avec juste, on est apprenant. Et pour développer une posture d'apprenance, personnellement, moi, encore une fois, je vais revenir sur les indicateurs de performance. Euh, je pense que la raison pour laquelle on a tendance à les rejeter, c'est parce que à la base, on les utilise comme soit pour genre nous stouler à notre équipe ou à nos bailleurs de fonds, comme qui sont utilisés de manière à ce que OK, il faut prouver que c'était bon ce qu'on a fait. Quand en fait, ça nous permet nous d'identifier au fur et à mesure, encore une fois, euh, comment est-ce qu'on peut s'améliorer au fur et à mesure. Euh, et moi personnellement, ce que j'aime, c'est que si on me dit, c'est ça que je veux dire.
j'y suis rendue. Si on me dit que il faut que tu changes ta pratique en gestion de projet, là, je dis OK. Là, je vais surtout, puis à la fin de ce processus-là, si on me dit change ta pratique en gestion de projet, puis à la fin, moi, tout ce que je me souviens, c'est combien c'était épuisant, combien c'était fatigant, puis combien c'était peut-être même mieux avant parce que ma courbe d'apprentissage était importante. Mais si on me dit, voici combien de temps tu mets actuellement à monter un projet, essayons de faire mieux. Essayons telle hypothèse, telle pratique. Et là, moi, je dis, OK, tu sais, on l'essaye, ça ne m'engage en rien, je l'essaye. Puis là, après, on me dit, hey, nouvelle pratique, là, tu as économisé 10 minutes dans la création de ta gestion, de la création d'un projet. Là, moi, ça me motive, ça me donne le goût. Moi, je trouve que les indicateurs de performance comme ça nous permettent de visibiliser l'invisible, de voir, de célébrer aussi ce que nous, on a réussi à faire. La transition numérique, c'est essoufflant, c'est épuisant, c'est agaçant parce que on sent qu'on met beaucoup, beaucoup d'efforts pour l'organisation, mais que nous, on en retire peu. Quand en fait, on peut en retirer tant qu'elle est visible. Alors, c'est pour moi l'amélioration en continu. On est à conclure presque dans les temps, mais ça s'en vient. Donc, on aura appris quelques pièges à éviter, donc sous-estimer la gestion du changement, invisibiliser la résistance des équipes, investir dans de la technologie sans stratégie, euh, surtout sans stratégie de mobilisation et une vision alignée. On a compris que que c'était important de faire un diagnostic, que la formation et le développement des compétences, c'est très important, entre autres dans la gestion du changement, mais que développer une posture apprenante est aussi une manière de contrer la courbe d'apprentissage. Euh, on en a peu parlé, mais négliger la cybersécurité dès le début, faudrait l'éviter. Donc, faut investir dans la cybersécurité, surtout de plus en plus. Puis vouloir tout faire en même temps, d'un coup, idéalement, on le fait de manière progressive et mesurer les résultats, l'impact de l'investissement comme ça, c'est motivant et on peut concrètement concevoir en quoi c'est pertinent le travail qu'on a fait. Petite mention rapide sur l'IA. Selon moi, quant à moi, l'IA s'insère dans une transition numérique exactement de la même manière que peu importe les outils, à quelques nuances près. Donc, on va passer par les mêmes phases, c'est-à-dire le diagnostic, la gouvernance claire, logistique de déploiement, tout ça. Par contre, ce qui change, c'est la nature de l'outil. Parce que son fonctionnement de l'outil est plutôt probabiliste, tu sais, contrairement à un outil de gestion de facturation où est-ce que on est sûr du résultat. Tu lui donnes, tu t'entres tes données, tu es sûr d'avoir une facturation à l'image de ce que tu avais en tête. L'IA, c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle c'est assez probabiliste, c'est que ça dépend des les données sur lesquelles il va se reposer. Donc, ça aussi, c'est un élément à considérer. Si, admettons, à la fin de ta transition numérique, tu souhaiterais peut-être faire l'intégration d'un modèle de langage dans ton organisation, ben, une des étapes serait certainement de bâtir un data lake, de la capitalisation de données de ton organisation. Peut-être qu'à la base, t'en as pas, peut-être que t'en as, mais elle est pas propre, donc il faut comme la maintenir, tout ça. Et en plus, à la fin de ta transition, il va falloir prévoir soit des effectifs, soit des ressources pour maintenir ta base, ton data lake, ta capitalisation des données. Donc, c'est à considérer dans tout ça. Et aussi, considérer le suivi des billets de ton modèle de langage, genre juste s'assurer que les données insérées, le modèle de langage l'utilise convenablement pour éviter voilà, des erreurs, des billets, tout ça. Alors, c'est ce qui conclut la présentation express rapide pour vous. Je vous laisserai la parole, Guillaume. Mais merci beaucoup, Claudia. Je pense peut-être un grand merci pour ta présentation. Là, je vois que tu as coupé la présentation, donc c'est parfait. Oh, On peut se voir. Non, c'est parfait. On se voit pour les différents échanges. Est-ce qu'il y a des questions, des besoins de clarification dans l'Assemblée? Moi, je peux peut-être briser la glace. En fait, j'ai l'impression que tu as un peu présenté une sorte de feuille de route pour de la gouvernance. Tu parlais de comité de pilotage. Et en fait, je me voyais faire une transition au sein de l'organisation avec cette feuille de route-là, de regarder un peu les grandes étapes
et de s'assurer qu'on les fait une par une. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu verras un peu une bonne transition? J'aime beaucoup ce que tu nommes. Et pour ajouter à ce que tu viens de dire, moi, j'aime bien faire une espèce de casse-tête entre la gouvernance et un plan de travail. Fait que, admettons, je vais faire mon plan de travail, identifier, par exemple, c'est quoi mes premiers pas et qui est impliqué. Et là, les deux vont venir se parler. Quel comité, je vais même souvent prévoir des rencontres avec le comité d'éthique et conformité, par exemple à tel moment parce que je sais ensuite qu'il va falloir que je parle à mon autre comité d'experts sur tel sujet. Donc, j'essaie d'organiser tout ça de manière à ce que ma feuille de route puisse considérer les différentes étapes et les différentes personnes à qui impliquer selon la ligne du temps. Ça répond-tu? Ok. Ouais, ouais, c'est parfait. Franzi qui lève la main. Bonjour Franzi. Bonjour, bonjour, ça va bien?